Bonjour chers amis. Tout le monde pense connaître l'univers de Jules Verne. On parle de l'écrivain qui a vulgarisé la science, qui a anticipé tellement d'inventions. Par exemple, le Nautilus a été imaginé 20 ans avant une première existence viable pour un sous-marin. Jules Verne, qui nous a promenés tout au long de ses voyages fantastiques, qui nous a fait rêver, pour résumer. Mais ces chefs-d'œuvre admirables, Jules Verne n'a commencé à les publier qu'à partir de l'âge de 35 ans. Il faisait quoi à 20 ans? Et si je vous racontais... Jules Verne le comique. Il est midi, ce vendredi-là. Le vendredi en question est le 8 février 1828, lorsque le 4 rue Olivier de Clisson à Nantes s'emplit des cris d'un nouveau-né. Le bébé s'appelle Jules, premier enfant du couple Sophie et Pierre Verne, qui sont mariés depuis 1 an. Ce qui, moi, m'amuse et en dévoile long sur cette chronique, c'est que cette naissance a lieu sur l'île Feydeau. Aucun rapport avec Georges, mais l'homonymie me fait beaucoup rire. Jules aura un frère et 3 sœurs. Paul, né en 1829, qui sera marin, détail qui aura son importance dans l'œuvre de l'aîné, puisqu'il deviendra son conseiller technique pour tout ce qui touche à la navigation, et chez Jules Verne, il y en aura un paquet. Anne, en 1836, Mathilde en 1839 et Marie en 1842, qui sera plus tard la mère du compositeur Claude Guillon Verne, dont j'ignorais jusqu'à l'existence avant de faire mes recherches pour cette vidéo. En 1840, la famille a déménagé 6 rue Jean-Jacques Rousseau. Info parfaitement inutile, mais là c'est bien le Rousseau qu'on connaît, donc je sais que ça fait beaucoup de noms, pas tous impérissables, mais au moins j'ai fait un tour des blazes en moins de 80 secondes. L'enfant Jules fait sa scolarité dans des établissements religieux, rigoureux, où il se débrouille franchement pas mal. Ses préférences sont la géographie, déjà, le grec, le latin, la musique vocale, et à mon avis, il devait s'ennuyer l'hiver. Pendant les vacances, le gamin reste un enfant de la Loire, rêvant de bateaux et de voyages fantastiques. Il s'imagine marin. J'en étais toujours à m'embarquer par la pensée sur les sardinières, les chaloupes de pêche, les goélettes et les 3-mâts, dit-il. Dès l'âge de 8 ans, il grimpe sur les navires, il escalade les bastingages et saute dans des yoles, une espèce de barque allongée. En gros, il fait l'andouille avec Polo, Paul, son petit frère, et ils vivent de grandes aventures. Et dans leur tête, surtout. Je précise que son idole de l'époque est Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Lecture indispensable que j'ai adorée moi aussi au cours d'un autre siècle. Et puis surtout son héritier, le Robinson suisse de Johann David Wyss, qui sera une source d'inspiration tout au long de sa vie. Jules a tout de même vécu 2 épopées, dont une au moins est vraie. En 1839, le petit Jules est monté sur un voilier, a tripoté des trucs, et s'est fait enguirlander par le capitaine. Ce qui est devenu plus tard, bien plus tard, attention ambiance, merci au montage, en 1839, le petit Jules, qui a des goûts prononcés pour l'aventure, tente de s'embarquer sur un bâtiment au long cours à destination des Indes. C'est décidé, il sera mousse. Pierre Verne, le papa pétri d'angoisse, récupérera son rejeton à Paimboeuf, à une 50aine de kilomètres de Nantes. In extremis. Vertement tensé par le paternel, Jules Verne promet de ne plus voyager qu'en rêve. Le projet initial était pourtant de rapporter un collier de corail à sa cousine Caroline Tronçon, dont il était éperdument amoureux. Eh bien, ceci est une légende, c'est une fake news, c'est du même pas vrai. On trouve cette histoire totalement inventée par Marguerite Alotte de la Fuye, petite nièce par alliance de Jules, dans une biographie, Jules Verne, sa vie, son œuvre, publiée en 1928 et qui ne sera démontée qu'en 1971 par Charles-Noël Martin dans son ouvrage Jules Verne, sa vie, son œuvre. Ouais, on se foulait pas trop pour les titres à cette époque-là. En revanche, son expérience à la Robinson, il la vit, et c'est lui que je cite. Un jour, j'étais seul, dans une mauvaise yole, sans quille. À 2 lieues en aval de Chantenay, un bordage cède. Une voix d'eau se déclare, impossible de l'aveugler. Me voici en détresse, la yole coule à pic, et je n'ai que le temps de me jeter sur un îlot de grands roseaux touffus dont le vent courbait les panaches.
Déjà, je songeais à construire une cabine de branchage, à fabriquer une ligne avec un roseau et des hameçons avec des épines, à me procurer du feu comme les sauvages, en frottant deux morceaux de bois sec l'un contre l'autre. Enfin, je connaissais les affres de l'abandon, les horreurs du dénuement sur une île déserte. Cela ne dura que quelques heures, et dès que la mer fut basse, je n'eus qu'à la traverser avec de l'eau jusqu'aux chevilles pour gagner ce que j'appelais le continent, c'est-à-dire la rive droite de la Loire, et je revins tranquillement à la maison. C'est ce que Jules raconte dans ses souvenirs d'enfance et de jeunesse, donc je ne vais pas le contredire. Mais cette folle aventure provoque l'admiration de Caroline Tronçon, sa cousine, dont il est éperdument amoureux. J'ai pas déjà dit ça ? J'ai déjà dit. C'était une passion véritable. Elle a 1 an de plus que lui, c'est une grande. Et c'est elle qui le trahira, la vilaine, en épousant en 1847 un sale bonhomme du nom d'Étienne Dezonnet, qui était peut-être un type admirable, j'en sais rien, je ne l'ai pas connu, mais qui a fait pleurer mon Jules, qui, de ce fait, s'extirpe de ses amours incestueuses, parce qu'épouser son cousin, c'est mal. Mais les femmes n'ont pas fini de lui faire de la peine. C'est bien simple. On dirait moi. À 21 ans, Jules Verne fait la connaissance de Rose Herminie Arnaud de la Grossetière, née en 1827, pour laquelle il va éprouver une violente passion. Son premier cahier de poésie contient les vers adressés à sa muse, dont « Ô toi dont les regards ont frappé sur mon cœur, comme sur un tambour, bruyante charlatane, ô prends garde en tapant trop fort sur ton vainqueur, qu'il crève sa peau d'âne. » Et après, on s'étonne que ça n'ait pas marché. Bon, je taquine, il y en a de sublimes, comme Tempête et Calme, qui jouent sur la longueur des vers et des assonances pour faire ressentir les mouvements du cœur, métaphoriquement illustrés par des mouvements de mer. Les parents d'Herminie voient d'un mauvais œil leur fille se marier à un jeune étudiant dont l'avenir n'est pas encore assuré. Herminie épouse Armand Terrien de la Haye le 19 juillet 1848. Jules Verne est fou de rage. Il quitte la ville de toutes les déceptions, Nantes, pour Paris, afin d'y finir son droit. Oui, Jules Verne est destiné à prendre la relève de son père qui était juriste. Le 3 août 1848, Jules Verne passe donc avec succès son examen d'entrée en 2e année de droit. Et, pour résumer, il sera même inscrit au barreau durant l'hiver 1850-51, pressé par papa, et doit entrer dans le cabinet d'un jurisconsulte, Paul Champonnière. Le 6 avril 1851, le décès de ce dernier permettra à Jules d'y échapper pour se consacrer à ce qu'il aime vraiment. Parce que tout cela, le droit, le barreau, etc., c'est compté sans son tonton Francisque de la Salle de Châteaubourg, lequel, en 2e noces, parce que veuf très tôt, est devenu l'oncle maternel par alliance de Jules. C'est pas ça, moi j'ai eu du mal. Tonton, donc, fait entrer dès 1848 le jeune homme dans les salons. Le gamin s'y ennuie ferme. Mais il a du succès. Pour ce faire, il arbore une mine adéquate, une posture idéale et surtout, il écoute beaucoup. Il se laisse pousser le goût pour la littérature de son époque. Il dévore Victor Hugo, essentiellement son théâtre, Dumas, Vigny. Il est emporté par le souffle romantique. Toujours dans le salon de Madame Barère, il rencontre des personnalités politiques, des artistes. Par l'intermédiaire du chevalier Casimir Stanislas d'Arpentigny, un ancien militaire décoré devenu l'un des pères de la chiromancie moderne, il fait notamment connaissance d'Alexandre Dumas, fils. Rencontre primordiale, ils seront amis jusqu'à la mort. Puis Dumas père, qui à ce moment-là possède le théâtre historique. Alexandre le Jeune encourage Alexandre l'Ancien, ça c'est pour changer de père et fils, à faire jouer une pièce écrite par le jeune Jules Verne, Les Pailles rompues. Elle sera jouée en 1850 du 12 au 25 juin au théâtre historique. Le spectacle remporte un vif succès et sera repris en 1853 au théâtre du Gymnase. Jules Verne n'a de cesse d'être joué et accepte un poste de secrétaire sans salaire au théâtre lyrique, anciennement le théâtre historique d'Alexandre Dumas père, repris par Jules Seveste pour pouvoir faire jouer ses pièces. À cette époque, il fréquente beaucoup la Bibliothèque nationale où il se passionne pour les sciences, mais aussi et surtout pour la géographie. Il fait même la connaissance d'un grand explorateur, Jacques Arago, dont les récits de voyage le fascinent. Cette rencontre va changer sa vie
10 ans plus tard, ce sera la publication de 5 semaines en ballon. Sa carrière sera lancée. C'est-à-dire que j'arrête l'histoire de la vie de Jules Verne sur un aspect de lui qu'on ignore totalement et que je trouve surprenant parce que tellement loin de ce qu'on connaît de lui. Nous sommes à 20 000 lieues de l'auteur d'Anticipation, du romancier scientifique et génial qui nous fait rêver depuis presque 2 siècles, du barbu charismatique, copieur, immortalisé par Nadar. Quand il avait 20 ans, Jules Verne faisait marrer. Les Pailles rompues est une pièce à mi-chemin entre Marivaux et Georges Feydeau, une force comique hallucinante tout en alexandrin. L'image est inouïe. Et dans les détails qui m'ont beaucoup amusé en faisant mes recherches, il y en a un particulièrement savoureux. Cet auteur a la démesure comique d'un Feydeau avant l'heure. Georges Feydeau naîtra 10 ans après la création des Pailles rompues de Verne. Jules, donc, est né à Nantes, sur l'île Feydeau. Bon, alors ce Feydeau-ci n'a aucun rapport, mais alors aucun avec ce Feydeau-là. Paul-Esprit Feydeau de Brou était l'intendant de Bretagne qui a décidé l'aménagement de l'île à qui il a donné son nom dans les années 1720 et finira garde des Sceaux de Louis XV en 1762. Rien de tordant, me direz-vous, mais si c'était un signe... Attends. On parle de théâtre, je suis comédien. On a une pièce quasiment inconnue. Je ne résiste pas à l'envie de vous en interpréter une courte réplique de l'acte 1, scène 1, et vous me direz dans les commentaires si vous reconnaissez le style du Tour du monde en 80 jours ou de Michel Strogoff, mon préféré. Comprenez donc enfin quel plaisant alliage de 2 tempéraments nous fait le mariage. Que diable, pensez-y, car je vous dis tout net que ces désagréments ne sont point de mon fait. Toujours le mariage aigrit le caractère. Lorsque l'un veut parler, l'autre ne veut se taire. On s'emporte, on dispute, on se querelle, ou bien l'un ne veut plus parler et l'autre ne dit rien. Tous ces ennuis-là vont comme Mars en carême. Moi, je suis né garçon et je mourrai de même. Lorsque l'on voit les gens tremper au même pot une même cuillère, on peut parier gros que si la femme est vieille, on la trompe en cachette. Que si l'époux est vieux, la chose est déjà faite. Et que s'ils ont même âge et même intimité, ils se trompent tous deux, chacun de son côté. L'hymen est un combat où jour et nuit on ruse. Quand madame veut ça, monsieur le lui refuse. Par exemple, monsieur Desbarres veut aujourd'hui en province emmener son épouse avec lui. Et madame a dit non, mais à son tour désire certains beaux diamants. Alors, monsieur de Dire n'est ni de son côté. De là donc des combats. Tu viendras, je l'aurai. Non, tu ne l'auras pas. C'est à n'en plus finir.